Je m'appelle Hélène Denise, je suis née au Havre, j'ai grandi au Havre et je suis diplômée d'architecture. J'ai eu mon PFE il y a quasiment 7 ans maintenant. J'ai fait ma licence à l'école de Rouen, à Darnétal. Ensuite, je suis partie 2 années barouder un peu à l'étranger où j'ai travaillé dans des gros cabinets d'architecture. Et puis je suis revenue, j'ai fini mon master à Paris. Et là, je suis repartie dans les études, plutôt du côté des sciences politiques où j'ai fait un master humanitaire international. Aujourd'hui, je suis depuis 3 ans chargée de plaidoyer et mobilisation à la Fondation Abbé Pierre, donc au siège de la Fondation qui se trouve à Paris. Donc voilà, je peux peut-être expliquer un petit peu ce qui est de poste de chargé de plaidoyer, c'est pas forcément quelque chose que les gens connaissent très bien. Pour comparer peut-être à un métier qui est plus connu, mais qui n'a pas forcément une très bonne réputation, c'est celui de lobbyiste. On parle de lobbying quand on parle de défendre des intérêts privés. Le plaidoyer, c'est la défense d'une cause en général. Donc par exemple, les organisations climat font du plaidoyer quand elles essayent d'influencer à la fois l'opinion publique, nos décideurs, les pouvoirs publics. Moi, je fais ça pour la Fondation Abbé Pierre, dans un service qu'on appelle le service des études et du plaidoyer pour toutes les questions de mal logement, donc qui vont des questions de sans-abrisme en passant par les questions d'habitat indigne, de surpeuplement, d'hébergement d'urgence, jusqu'aux questions de précarité énergétique et de rénovation de l'habitat. Je pense que ça a été un parcours très progressif. J'aurais pas forcément pu imaginer il y a une dizaine d'années que je ferais ça aujourd'hui. Ça a été bon, déjà j'ai commencé des études d'architecture, j'ai adoré ça, j'étais passionnée j'étais surtout intéressée par les questions, le côté conceptuel un petit peu de l'architecture. Donc j'ai évidemment beaucoup aimé les premières années, j'ai aimé aussi les cours de sociologie, d'histoire de l'architecture. J'aimais bien comprendre comment les personnes comment on habitait chez soi, la question des usages, c'était vraiment quelque chose qui me passionnait. Je n'étais pas forcément très intéressée par les côtés techniques. Quand on était en cours d'architecture, c'était vraiment très très douloureux pour moi et je faisais vraiment aucun effort. Et ensuite, je suis partie donc 2 ans en césure à l'étranger. Je suis allée travailler dans des cabinets d'architecture assez connus qui faisaient des grandes compétitions, des grands concours internationaux, pardon. Enfin, c'était déconnecté des réalités. On faisait des trucs hyper conceptuels à l'autre bout du monde, dans des endroits où on n'allait même pas, mais on avait vraiment l'impression d'être en première année d'architecture et de modeler des choses en fait. Donc ça, j'ai vraiment adoré à ce moment-là, je travaillais beaucoup. Et en fait, c'était en 2015, c'était au moment de la crise migratoire. Je commençais vraiment à parler davantage des enjeux climatiques. Et je pense que là, j'ai commencé à me dire que j'étais pas forcément à ma place et ça me dérangeait un petit peu de voir que ces enjeux-là étaient vraiment si peu pris en compte au plus haut niveau de l'architecture, de ceux qui finalement comptaient, qui raflaient tous les grands prix. Et donc, quand je suis rentrée de New York, j'ai recommencé un master en architecture. Enfin, il fallait que je poursuive mes études. Ça faisait 2 ans que j'étais en stage, il fallait un peu revenir à la réalité. Et donc, j'ai décidé d'axer mon master sur les questions migratoires. Donc, j'ai fait mon mémoire sur la place de l'architecte dans la crise migratoire, comment est-ce qu'il pouvait se rendre utile finalement. Et puis, j'ai fait mon PFE, mon projet de fin d'études, sur un projet d'accueil de réfugiés statutaires. Donc, une fois que la demande d'asile a été acceptée, comment les intégrer dans la ville, quel type de logement, etc. Et c'est à ce moment-là, pour faire ce PFE-là, évidemment, que j'ai dû creuser un petit peu voilà, quelles sont les politiques publiques liées à l'accueil migratoire. Et j'ai un petit peu découvert aussi les questions de mal logement. Je me suis un peu engagée dans l'associatif, à la Croix-Rouge, à Utopia 56, pareil, dans l'aide aux réfugiés. C'était un moment où il y avait des campements partout, en plein Paris. Enfin, c'était quelque chose d'assez assez marquant. Et donc, à l'issue de ça, je ne me voyais pas repartir dans l'architecture de façon classique. Je voulais vraiment que mon travail en tant qu'architecte serve cette cause-là. Sauf que je m'étais quand même rendu compte que les architectes étaient très mal vus dans le milieu humanitaire, le milieu associatif, parce qu'on était vus comme étant complètement déconnectés des enjeux réels. On était trop persuadés qu'avec l'espace, on pouvait régler des vrais enjeux sociaux, que l'architecture pouvait être la solution. Et j'avais de toute façon, moi aussi, l'impression d'avoir beaucoup de lacunes, puisque en fait, pour réussir à faire des projets intéressants sur ces questions-là, il fallait comprendre les politiques publiques, comme je le disais, j'avais commencé à regarder lors de mon PFE. Et donc, j'ai décidé de reprendre des études en politique publique, spécialité aide internationale humanitaire.
à Créteil. C'était 2 ans, où il y avait énormément de stages aussi à l'étranger qu'il fallait faire dans le milieu humanitaire. Le fait d'avoir arrêté l'architecture quelques années, j'étais beaucoup moins intéressée par la conception. Et j'étais beaucoup plus intéressée par la maîtrise d'ouvrage finalement, par la programmation, par les études préalables, tout ça. Et donc, je me suis dit que j'allais peut-être tenter de ne pas revenir en architecture et de poursuivre un petit peu ce chemin-là. Et c'est comme ça qu'après le Covid, j'ai été embauchée à la Fondation Abbé Pierre. Alors la Fondation Abbé Pierre, qui est très très connue par son fondateur, donc évidemment l'Abbé Pierre, la fondation a été fondée en 1990 et on finance près de 800 associations par an, donc quasiment tout le secteur des associations qui luttent contre le mal logement. Je le disais tout à l'heure, c'est à la fois la lutte contre le sans-abrisme, la lutte contre le mal logement plus généralement, qui prend plusieurs formes. Donc ça peut être le surpeuplement, le fait de vivre dans un logement indigne, humide, dangereux pour la santé. Ça peut être de vivre dans un logement qui est surpeuplé. Ça peut être de vivre dans un logement qui est très très mal isolé, dans lequel on peut avoir très froid par exemple. Ça c'est la précarité énergétique. Et puis donc voilà, c'est sur toutes ces questions-là, donc 800 associations qui sont financées tous les ans. Sur le domaine de la construction, on subventionne aussi la construction de logements sociaux, très sociaux, donc qui sont accessibles pour les personnes les plus pauvres, puisqu'en fait, en réalité, en France, le logement social est trop cher pour par exemple, une personne sans domicile qui est au RSA pourrait très difficilement accéder au logement social. Donc nous, on aide à la production de logements sociaux qui soient vraiment accessibles et qui soient aussi très bien énergétiquement performants pour ne pas créer des situations de dépendance et de précarité énergétique. Et puis également, on a un programme qui s'appelle SOS Toudi, où là, on vient aider des particuliers à rénover leur logement. En général, on arrive, ce qu'on dit, au dernier kilomètre. Ça peut coûter très cher de rénover une maison qui est un logement indigne, insalubre, où il y a énormément de choses à faire. Et parfois, il va manquer 2, 3, 4, 5 000, 10 000 euros. Quand on n'a pas du tout les moyens de sortir même 1 000 euros parfois, et ben nous, on vient apporter ce complément-là pour faire en sorte que le projet se fasse. Et pour peut-être ajouter, donc on finance beaucoup de projets d'associations. Et puis, on a un service dans lequel je travaille, qui est un peu d'essayer de perpétuer le rôle, le combat de l'abbé Pierre pendant sa vie, qui a été finalement une des premières personnes à avoir porté le mal logement dans la sphère publique auprès des politiques. C'était un résistant, ensuite c'est devenu un député, c'est grâce à lui qu'il y a eu les premières lois de lutte contre le mal logement. Donc c'était quelqu'un qui faisait du lobbying, qui faisait du plaidoyer. C'était vraiment ça, il était constamment dans l'interpellation, à la fois des citoyens, quand il avait demandé à chacun de venir apporter des choses, ça a été le début d'Emmaüs, et puis de l'autre côté, toujours interpeller les ministres, les décideurs pour leur dire qu'ils n'en faisaient pas assez et qu'il fallait continuer de prendre soin des plus fragiles. Alors faire du plaidoyer, c'est quelque chose c'est pas un mot qu'on connaît énormément. Souvent, on rattache ça au droit, aux avocats. En fait, faire du plaidoyer, c'est comme faire du lobbying, sauf qu'on le fait pour une cause d'intérêt général en fait. C'est pas pour des intérêts privés. Et donc concrètement, c'est vraiment essayer d'influencer l'opinion publique, les décideurs, les médias. Et donc pour ce faire, on a plein d'outils différents. On peut passer par l'outil législatif, donc quand il y a des projets de loi qui peuvent concerner des questions qui nous concernent, donc par exemple pour nous les mal logés, des questions sur le logement ou qui peuvent s'y rattacher, on va essayer de porter nos propositions pour améliorer le sort de ces personnes. Et donc on va aller rencontrer le gouvernement, donc le ministère du Logement le plus souvent. On va rencontrer les députés qui peuvent peut-être qu'on peut essayer de convaincre quand c'est des députés qui ne partagent pas forcément nos opinions politiques, essayer de les convaincre. Et puis quand c'est des politiques dont on sait qu'ils sont convaincus et qui sont plutôt des alliés, pour essayer de faire en sorte qu'ils portent ces choses-là et qu'ils n'oublient pas, puisqu'ils ont plein de sujets. Évidemment, les députés, ils n'ont pas que ça, le mal logement à penser, même si c'est un sujet très important. Voilà, donc on essaye de les influencer de ce côté-là. Après, ça peut être aussi de réagir à l'actualité.
quand il va y avoir à la fois législativement, mais aussi voilà, dans l'actualité, je ne sais pas, par exemple, un sans domicile va mourir dans la rue, va y avoir une grosse vague de froid, un logement qui va s'effondrer, par exemple à Marseille, dans la rue d'Aubagne il y a quelques années. Et donc à ce moment-là, on va porter notre voix, on va réagir pour interpeller, pour dire que c'est pas normal. Et donc toujours en essayant de faire avancer les choses, de faire avancer la loi pour que l'intérêt des plus pauvres soit toujours mieux pris en compte. Alors avec plus ou moins de succès, évidemment, selon aussi les gouvernements qui se succèdent. Il y a des moments où on a eu des grosses victoires, il y a des moments où il y a des moments de régression. On peut essayer aussi de changer un peu l'image que les gens peuvent avoir sur le mal logement, parce que quand on parle des personnes sans domicile, des personnes sans abri, il faut savoir qu'en France, il y a 300 000 personnes qui sont sans domicile. C'est évidemment pas 300 000 personnes qui dorment à la sortie du métro. C'est pas 300 000 personnes comme on imagine dans les clichés qu'on peut avoir de mecs bourrés à la sortie du Franprix. Non, 300 000 sans domicile, c'est aussi des femmes, des familles, des enfants qui vivent soit dans les interstices urbains, donc dans les cages d'escalier, dans les caves, dans les parkings, on les voit pas, mais qui aussi dorment chez les uns, chez les autres, qui n'ont pas de chez eux, qui vont d'hébergement d'urgence en hébergement d'urgence, qui dorment dans les hôpitaux. Ce genre de choses, c'est aussi montrer cette réalité-là que les gens, voilà, souvent remettent sur des clichés et qui finalement sont contre-productives. Ou alors d'expliquer que oui, il y a certaines personnes qui sont complètement exclues de la société, mais pour qui il existe des solutions. Et s'ils en sont arrivés là, c'est aussi à cause de parcours difficiles, d'accidents de la vie. Et donc notre travail, c'est aussi d'essayer de faire passer ça et de faire évoluer les mentalités par rapport aux questions de pauvreté, de mal logement, de sans-abrisme. Alors moi j'ai une de mes spécialités, en tout cas une de mes missions à la Fondation Abbé Pierre, c'est de travailler sur les enjeux de précarité énergétique et de rénovation de l'habitat. Donc ça touche également les questions d'habitat indigne. Ça part du constat qu'en France il y a 5,7 millions de passoires thermiques. Une passoire thermique, c'est un logement qui est très énergivore, qui est quasiment impossible à chauffer ou à refroidir l'été, et qui se trouve dans le DPE, dans le diagnostic de performance thermique, en F et en G. Il y a aussi souvent des problématiques d'humidité, de ventilation, donc ça peut mener aussi à des problématiques sanitaires. Et donc la précarité énergétique en France, ça concerne 12 millions de personnes. Donc parmi ces 12 millions de personnes, on compte ceux qui déclarent avoir eu froid chez elles pendant une certaine période de temps pendant l'année, et puis celles qui dépensent plus de 8% de leurs revenus dans leur facture d'énergie, quand elles sont parmi les personnes les plus pauvres. Donc c'est 12 millions de personnes. Il y a 300 000 personnes qui se font couper l'électricité chaque année parce qu'elles n'ont pas les moyens de payer leurs factures, et donc elles en arrivent à la coupure, et donc avec toutes les conséquences sanitaires et puis sociales aussi que ça a, puisque quand on a un logement qui est froid, qui est humide, mal ventilé, on ne va pas inviter chez soi, on ne va pas rendre les invitations. Et donc on va s'isoler, donc socialement on s'isole, et puis c'est aussi très déprimant de vivre dans ces situations-là. On voit beaucoup de ménages, de familles qui se retrouvent à vivre dans une seule pièce dans la maison, parce qu'on va chauffer qu'une seule pièce. Et donc voilà, en termes d'intimité aussi, pour les enfants, pour la vie de famille, c'est souvent assez difficile. Alors ce qui est assez intéressant sur la question de la précarité énergétique, c'est que depuis une dizaine d'années, c'est vraiment un sujet qui est rentré dans la sphère politique et qui a fait l'objet de nouvelles politiques publiques, tant sur le plan de l'aide aux factures que l'aide à la rénovation pour rénover ces passoires thermiques. C'est évidemment dans une démarche aussi environnementale, climatique, pour essayer de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, puisqu'en fait, ces 5,7 millions de passoires, évidemment, sont responsables d'une très large part de nos émissions de gaz à effet de serre et de l'énergie finale qui est consommée. C'est quasiment le secteur du bâtiment, c'est 40% des émissions. Donc c'est énorme, c'est vraiment là où on peut vraiment faire des économies, mais il y a un parc de logements qui est très énergivore. Ces dernières années, des aides à la rénovation de plus en plus importantes, qui sont encore insuffisantes, malheureusement, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis il y a eu des évolutions très récentes qui ont été introduites par la loi Climat et Résilience, qui avait suivi la Convention citoyenne pour le climat. Il n'en est pas resté grand-chose de cette Convention citoyenne pour le climat, mais il en est quand même resté quelque chose sur le secteur du logement, et notamment l'interdiction de location des passoires.
Ce qui veut dire que dans les 10 prochaines années, de façon progressive, il deviendra interdit pour des bailleurs de louer des passoires énergétiques. Concrètement, ça donne un outil au locataire de pouvoir demander à son bailleur de faire des travaux, de se retrouver dans une situation un peu plus équilibrée. On sait bien que quand on est locataire, en plus si on est en difficulté, c'est assez difficile de demander des choses à son bailleur. On a peur, on ne connaît pas ses droits, on n'est pas sûr. Puis si je lui demande ça, peut-être qu'il va me mettre dehors à la fin du bail, etc. C'est vraiment la précarité énergétique, c'est vraiment un sujet qui est vraiment au carrefour des enjeux climatiques et sociaux. Si on arrive à lutter contre la précarité énergétique, c'est vraiment un enjeu qui va répondre à ces deux choses des deux côtés. Et c'est assez intéressant puisqu'on travaille vraiment en proximité avec les associations climat. Je pense que depuis ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, où il y a eu un soulèvement populaire contre la taxe carbone, à l'époque, où on s'est dit, oh là là, les classes populaires, elles sont anti-climat, elles veulent pas participer, etc. Mais en fait, elles n'étaient pas contre le principe de la taxe carbone, mais c'était une taxe qui n'était pas du tout redistributive, qui était très injuste, puisqu'on sait que c'est finalement les plus pauvres qui aujourd'hui sont à la fois les plus touchés par la crise climatique, par ces enjeux-là. C'est ceux qui finalement consomment le moins. C'est pas eux qui font des allers-retours Paris-Nice tous les 2 jours, c'est pas eux qui consomment le plus non plus, et pourtant c'est eux qui payent le plus le coût de la transition, de la crise, puisque quand il y a par exemple 15% d'augmentation des prix de l'énergie, quand on gagne 3 000, 4 000, 5 000 euros, 15%, c'est pas énorme, mais quand on est au RSA, 15% d'augmentation sur une facture de 100 euros, c'est énorme, c'est le budget course pour une semaine, c'est les tickets de métro pour son gamin, c'est la piscine. Enfin voilà, donc là il y a une vraie injustice à ce niveau-là. Et si on n'aide pas davantage les plus pauvres, si on n'accepte pas d'aider quasiment à 100%, de vraiment redistribuer tout ce qu'on peut vers l'aide aux ménages les plus pauvres dans cette transition-là, eh ben on n'y arrivera pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on travaille main dans la main, association climat et association de lutte contre les exclusions, pour faire en sorte qu'à chaque fois qu'on pousse sur des politiques environnementales, climatiques, on n'oublie jamais l'impact que ça peut avoir sur les plus pauvres et comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'ils soient accompagnés et qu'ils soient les premiers pris en compte et pas laissés pour compte, puisque sans eux, de toute façon, on n'y arrivera pas. Déjà, il faut un signal pour le secteur du bâtiment. Si on n'a pas un signal qui dit au secteur du bâtiment, ici, là, vous allez avoir dans les 10, 15, 20 prochaines années des millions et des millions et des millions de logements à rénover, ils vont se spécialiser. Et puis cette obligation qui pèserait sur les propriétaires, finalement, ça forcerait aussi les pouvoirs publics à investir massivement. Parce qu'en fait, pour beaucoup, c'est hors de prix. Quand on parle de rénover une passoire thermique, nous, on voit des devis à 70 000, 80 000, 90 000. Tu n'arrives même pas à du BBC. En général, voilà, tu arrives à sortir des questions d'insalubrité et puis voilà, tu sors du statut de passoire, mais c'est même beaucoup plus si tu veux atteindre du BBC. Donc, il y a des aides aujourd'hui, il y a à peu près... Pour les plus pauvres, ils vont financer 65% des travaux en moyenne. Donc il va rester 35% à la charge du ménage. Ça peut paraître bien comme ça, mais quand on a des travaux à 50 000, 60 000, 70 000, il reste 10, 15 000 euros. Quand on est aux minima sociaux, au SMIC, qu'on n'a pas d'économie, qu'on est déjà endetté auprès de la banque, qu'on a des dettes auprès du fournisseur d'énergie parce qu'on n'arrive pas à payer ses factures, c'est rédhibitoire, on ne peut pas payer 15 000 euros. Donc il faut à nouveau, comme je disais tout à l'heure, accepter d'aller plus loin, en tout cas pour les plus pauvres, et de payer à 100% les travaux des plus modestes. Nous, c'est vraiment ce qu'on plaide à la Fondation Abbé Pierre, et on pense que si on refuse de le faire, on n'y arrivera pas. Selon nous, l'État a la responsabilité de protéger les ménages les plus vulnérables. Il y a un droit au logement qui existe, un droit au logement décent, un droit au logement qui ne porte pas atteinte à la santé, à la sécurité des habitants. Il nous semble que c'est à la puissance publique d'agir, et on ne veut vraiment pas abandonner ça. Il nous semble que si on commence à abandonner et à se dire qu'il faut qu'on fasse tout seul, c'est trop facile. C'est une façon assez libérale de voir les choses en fait.
Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a beaucoup de rénovations qui se font avec des matériaux type polystyrène, laine de verre, etc., qui ne sont pas durables. Finalement, 10 ans plus tard, l'isolation elle est plus aussi performante que le jour J. Et puis surtout, c'est souvent des matériaux qui ont très peu d'inertie et qui ne sont pas bonnes pour le confort d'été. Et donc on parle souvent de précarité énergétique, on pense aux gens qui ont froid l'hiver, etc. Mais un logement qui est mal isolé l'hiver, très souvent, il est aussi très chaud l'été. Et avec la multiplication des vagues de chaleur, le réchauffement climatique, on sait que l'adaptation de nos villes à un climat beaucoup plus chaud va être aussi un enjeu. Et finalement, c'est un enjeu qui est assez peu pris en compte. Dans les politiques de rénovation, pour le moment, on ne prend pas en compte le confort d'été. Pour en revenir aux matériaux qui sont utilisés, souvent ils sont vraiment contre-productifs l'été, alors que les matériaux géosourcés, biosourcés, eux, souvent présentent une inertie thermique qui est beaucoup plus intéressante et qui permet d'assurer à la fois le confort d'été et le confort d'hiver. Donc c'est des choses dont les acteurs parlent énormément, les filières parlent énormément, mais c'est assez difficile de les mettre en place, il me semble. Enfin, en tout cas, c'est ce que le gouvernement dit, mais je pense que c'est quelque chose qui va devoir changer dans les années à venir, parce qu'on n'y arrivera pas sans. Je pense qu'un peu comme les personnes de ma génération, avoir envie de faire un boulot qui a du sens, quand on voit les crises climatiques, les crises sociales, les crises migratoires qui se succèdent, on a envie de se rendre utile. Et donc, je pense que c'est vraiment ça qui m'a fait persévérer dans ce secteur-là. J'avais vraiment envie de rendre à la société. Je viens d'un milieu assez privilégié finalement, j'ai jamais manqué de rien. Je viens pas d'un milieu populaire. Voilà, mes parents, j'ai toujours eu ce que je voulais à manger, j'ai toujours été gâtée à mes anniversaires. Je pense que j'avais aussi un peu envie de rendre ça, de m'impliquer là-dessus. C'était quelque chose qui me touchait beaucoup. Quand j'étais petite, je voulais être avocate ou journaliste. Enfin voilà, c'était toujours autour de la justice sociale que mes intérêts portaient. Je pensais pas qu'aujourd'hui je ferais ce que je fais, parce que c'est assez déconnecté de mes premières idées en sortie de lycée, etc. Mais je crois que d'évoluer dans ce secteur, ça confirme toutes les attentes que je pouvais avoir, même au-delà. J'ai la chance de rencontrer énormément de personnes engagées qui sont militants depuis des années et des années, des gens très intéressants, hyper cultivés, aussi beaucoup d'activistes climat. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus aussi, de réussir à joindre les enjeux environnementaux et sociaux, puisqu'il y a vraiment énormément à faire et qu'il y a un vrai changement culturel qui est en train de s'opérer à la fois du côté des associations de lutte contre les exclusions et à la fois du côté des associations climat. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'architectes à la Fondation Abbé Pierre. Il y en a quelques-uns, mais il n'y a pas de poste d'architecte en tant que tel. Mais comme c'est une fondation d'expertise sur les questions de logement et que c'était un poste sur les questions de rénovation énergétique, de précarité, je pense qu'ils étaient intéressés par ce profil-là, en se disant que peut-être que j'allais avoir de l'expérience sur les questions constructives, etc. Donc bon, oui, bien sûr. C'était pas vraiment mes spécialités, mais je pense que les architectes, on a une capacité à communiquer qui, je pense, m'aide beaucoup dans mon travail de plaidoyer. Et ben oui, pour la suite, je pense de continuer sur ces enjeux-là, parce qu'il y a évidemment plein de choses à faire sur les enjeux climatiques et sociaux. Déjà assez acté à la Fondation qu'on est de plus en plus actifs sur ces enjeux-là, donc je pense que ça va être assez intéressant dans les années prochaines, à la fois du point de vue climatique, mais aussi militant, du point de vue du militantisme et de tous les changements culturels qui sont à accompagner sur ces questions. C'est passionnant.